Bienvenue à cette conférence sur la question autochtone. Merci d'être venus. Vous êtes des classes éparses, je dirais. On a des étudiants en introduction à la sociologie, on a des étudiants dans le deuxième cours de sociologie, donc pour la suite du monde. On a aussi des étudiants en terminale, donc dans le cours synthèse de sciences humaines, démarche d'intégration des acquis. Donc, vous n'êtes sûrement pas sans savoir que cette conférence s'inscrit dans une réflexion de cours, en fait, qui s'érige sur deux grandes idées, en fait. La première idée, veut un peu qu'on fait face à un processus ou à un phénomène de globalisation néolibérale, d'américanisation du monde, et ce processus, en fait, se veut en quelque sorte un processus qui détruit les mondes, qui détruit les sociétés, qui détruit les civilisations, que ce soit par la guerre, que ce soit par des processus gestionnaires, administratifs, par les grandes organisations internationales ou autres. Donc, l'autre grande idée, en fait, c'est face à cette américanisation du monde qui détruit les peuples, qui détruit les civilisations, nous aurons, en fait, à opposer quelque chose, à opposer une société, opposer une civilisation ou des civilisations. Et ici, au Québec, entre autres, une des choses c'est une idée, hein, une des choses qui doit être au fondement de cette opposition, c'est l'américanité, c'est-à-dire notre américanité, entendue comme cette rencontre-là entre un monde européen et un monde américain, donc entre des peuples européens et des peuples autochtones. Et donc, toute cette réflexion-là, justement, aboutit à cette nécessité actuelle pour fonder le social, pour fonder la société, pour s'opposer à ce qu'on a devant nous, à créer, en fait, quelque chose de nouveau et à réintégrer tout un pan de l'histoire qui est oublié, qui est nié, qui est la relation entre les peuples autochtones et les peuples non autochtones. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter Michèle Audette. Michèle Audette, qui est ancienne présidente des Femmes autochtones du Québec, aussi Femmes autochtones du Canada, qui est fille d'une mère Innu et d'un père québécois, donc qui n'a pas pu vraiment vivre dans une réserve en fonction justement de ce que postulait la loi sur les Indiens d'époque, qui disait que quand on était justement issu d'un mariage métis, je pourrais dire, donc on perdait le droit de vivre sur les réserves. Et donc, il poursuit un peu le combat de sa mère aussi, qui a fondé Femmes autochtones du Québec. Donc, on parle des Pines Saint-Onge, et qui, justement, s'inscrit dans toute cette démarche d'opposition à la violence envers les femmes autochtones, pour que, justement, les peuples autochtones soient reconnus actuellement et pour, justement, participer à construire un monde plus solidaire et commun. Et je vous présente ici Michel Seymour, qui est professeur d'université à l'Université de Montréal, professeur donc de philosophie, qui s'est beaucoup intéressé à la question, s'est intéressé à plusieurs questions, mais notamment à la question du nationalisme ou du nationalisme et de la nécessité, en fait, d'inclure dans ses réflexions sur les nations et le nationalisme, d'accorder des droits au peuple, donc et notamment aux peuples autochtones. Donc, Michel Seymour est aussi un militant, en fait, qui milite et qui œuvre pour défendre et proposer justement l'organisation d'un monde beaucoup plus solidaire et empreint de justice sociale. Donc, je cède la parole en fait à Michèle Audette. Oui, questão da reconhecida de Itaia. Questão de governador que Je m'appelle Brigitte, j'ai 7 ans et je me réveille dans une cale à bateau. Pendant 10 ans comme ça, transférée d'un bateau à l'autre. Mon texteur meurtri, violé et agressé. Je m'appelle Terry, j'ai 23 ans. Tué sauvagement devant mes enfants. Le tueur court toujours. Je m'appelle Mary, j'ai 63 ans. Battue, violée et jetée par-dessus un pont dans la rivière Rouge. Mes tueurs courent toujours. Je m'appelle Brenda. On ne m'a jamais retrouvée. Pourtant, je suis toujours là. 1181 femmes
manque. Mais dans la vraie vie, 3000 peut-être. Excusez, je suis extrêmement fatiguée, mais je suis parfaitement imparfaite, je suis humaine. Parce que c'est plus juste une cause, c'est notre vie. Mais il y a de l'espoir. L'espoir. On nous dit 3000 femmes manquent à l'appel. 3000 femmes. Peut-être plus, peut-être moins. Ce sont des femmes, des mères, des sœurs, des conjointes qui méritent justice. Ça fait 20 ans que je travaille pour cette justice. Aujourd'hui, je dois être fatiguée. Je n'ai pas déjeuné, je n'ai pas dîné, j'ai eu un petit café. Merci. Dans la vraie vie, je m'appelle Michèle Audette. Je suis mère de 5 enfants. 5 beaux enfants, dont un n'a pas été reconnu par la loi sur les Indiens. 3 fils, 2 filles. Ce sont mes 3 fils. J'en ai 2 qui ont plus de droits que moi. Plus de droits que moi. Leur mère. Mon histoire ressemble à des milliers de femmes au Canada. Pourquoi? La loi sur les Indiens. Cette loi-là, du jour au lendemain, a enlevé à mon peuple Innu, comme plusieurs peuples autochtones au Canada, notre identité culturelle, notre fierté, notre spiritualité, notre culture, notre langue, notre savoir, notre liberté. Pendant des millénaires, les hommes et les femmes avaient des rôles bien définis, des rôles bien respectés. Le féminisme, ça devait être respecté, ce qui n'est pas nécessairement le cas en 2015. Mais il était là, comme la participation de nos hommes. Cette loi-là a décidé de nous parquer, de nous forcer, comme vous aujourd'hui. On vous force un peu, mais j'espère que vous ne regretterez pas cet échange-là. Parce qu'il en vaut la peine. Il en vaut la peine. Où là, on nous amène à vivre sur un territoire bien précis qu'on appelle une réserve. De faire en sorte que du jour au lendemain, je ne décide pas de mon présent ni de mon avenir. J'ai 44 ans. D'habitude, je suis en forme, mais il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent, comme ce matin, qui fait que je suis sensible. Je suis touchée par ça. Une autre qui manque à l'appel, encore. Mais à Ottawa, saviez-vous que j'avais aussi un père qui n'est pas biologique, mais maintenant c'est une mère, c'est la ministre des Affaires autochtones. Depuis que la loi sur les Indiens existe, on a nos pères biologiques et on a ces ministres-là qui décident pour nous. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus 44 ans, on n'a plus 18 ans, on n'a plus 60 ans, on a 17 ans en vertu de cette loi-là. Donc cette loi va décider de mon présent, comme je disais, sur où je dois vivre, mon éducation, ma santé, comment gérer le territoire, comment administrer mes élections. Et si j'habite dans une autre réserve, je ne suis pas reconnue. Je dois absolument, pour être reconnue, habiter dans ma réserve. Vous imaginez l'impact que ça a. Ça a été reconnu en 1995 comme la loi sur les Indiens, qui avait pour nom au début l'Acte pour l'émancipation graduelle des sauvages. De nous assimiler, d'enlever ce côté sauvage qu'on a apparemment, de faire en sorte qu'on devienne des citoyens, citoyennes en bonne et due forme. Et il y avait 3 stratégies. Obligation d'aller dans les pensionnats, les écoles résidentielles, où là, plus de 150 000 de mes ancêtres, oncles, ma tante et agresseurs sexuels, ont été forcés d'aller dans ces écoles-là. Où là, des sévices m'ont été de toutes sortes, violences psychologiques, physiques, spirituelles et aussi sexuelles. Où là, on a décidé par cette politique de tuer l'Indien dans l'enfant. Ça, c'est clair. Et il y a eu des femmes auxquelles on leur a enlevé leur statut. Et évidemment, toute la question d'être les enfants, les mineurs. Les mineurs. Alors, vous comprendrez pourquoi des femmes comme ma mère, des femmes à travers le Canada, ont décidé dans les années 70, fin 60, 70, pardon, de se relever les manches. Il n'y avait pas de franges dans ce temps-là, pas sûr que ça existait non plus, mais on s'est relevé les manches pour dire
On dénonce ces lois-là. On dénonce ces injustices-là. Et jusqu'en 85, on change la loi. Mais pendant ce temps-là, la misère sociale s'installe. Et les résultats qu'on connaît des 3000 femmes qui manquent à l'appel, qui sont assassinées, dans lesquelles la justice n'a pas eu ce qu'elle méritait, n'a pas mérité cette justice-là, on fait face à des résultats comme celui-ci, que j'appelle, moi, on doit vivre dans un système dysfonctionnel. Je dis toujours aux jeunes que je rencontre, j'espère pouvoir sensibiliser une personne dans la classe, dans la salle, dans un auditorium, tant les professeurs que nos jeunes qu'on a devant nous, pas pour vous dire vous êtes la relève, ça vous le savez, je vous le souhaite, moi je suis contente que vous soyez la relève, mais de pouvoir sensibiliser un cœur et dire, si les planètes, finalement c'est pas du mauvais monde, les Autochtones. Il y a une histoire, il y a un passé lourd, mais il y a une force vive aujourd'hui qui désire prendre sa place. Nos ancêtres, ma moitié de corps, mon père, je suis fière, je dis toujours que mon père, c'est le plus beau Québécois. Il est vraiment beau en plus. Grand cœur, généreux. Tantôt, c'est lui qui me fait ça lui-même. Alors, je vais vous présenter à lui. Et cette fierté-là, cet homme-là, me donne aujourd'hui la force de dire, regarde, il faut que les choses changent, il faut que les choses avancent, mais elles doivent passer par soi-même. L'exercice qu'on a à faire au quotidien, c'est de dire, on a accueilli la moitié, les Québécois, nos ancêtres, on les a accueillis, alors que nous, on vivait sur le territoire et qu'eux survivaient. Hein? Il n'y avait pas de Canada Goose dans ce temps-là, ou de Canuck. Alors c'était froid, comme on connaît les grands froids d'aujourd'hui. Et la nourriture et ainsi de suite. Et c'est dommage qu'en 2015, sur les 633 communautés au Canada, la plupart d'entre elles n'ont pas d'eau courante. Une au Québec, à 3 heures d'Ottawa, pas très loin de Val-d'Or, n'a pas d'électricité, pas d'eau courante. Au Québec, on a un tiers-monde. Et nous sommes en mode de survie. On veut vivre. Alors, vous comprendrez que le travail qu'on fait, c'est pas un vrai travail, mais c'est plus qu'une mission, c'est une passion, c'est une croyance, c'est une spiritualité où on se dit, on ne veut plus vivre dans la victimisation, mais vivre dans la construction, de construire un nouveau pays, un nouveau territoire dans lequel on doit cohabiter. Mais pour ce faire, les gens doivent connaître l'histoire, doivent connaître comment ça se fait, qu'on voit tant de misère sociale dans les médias, qu'on voit ces femmes dénoncer ce que la SQ a fait, qu'on voit Michel pleurer un matin, comment ça se fait, ou être émotive. C'est être autochtone, c'est porter une fierté, je conviens, je le vis au quotidien, mais c'est aussi porter l'histoire avec un grand H, une ADN, 10 000 ans d'histoire. 10 000 ans d'histoire dans lesquelles nos mocassins, je parlais de ça tout à l'heure, ont caressé sans cesse ce qu'on appelle aujourd'hui le Québec, le Canada, l'Amérique du Nord. Notre terrain de jeu était immense, était grand. Et là, maintenant, on est confiné à une petite réserve où là, je ne peux pas décider de mon présent ni de mon avenir sans avoir le consentement d'un ministre. Un exemple absurde qui existe encore en 2015. En 1985, le gouvernement fédéral croit régler la discrimination qui existe basée sur les sexes dans la communauté autochtone en disant on va redonner le statut aux femmes indiennes et leurs enfants. Je suis le résultat de ça. À partir de maintenant, on va les appeler les 6-1, les 6-2, les 6-1A, B, C, D, E, F. Alors, je crois que vous, sur votre baptistère, c'est né au Québec, à tel hôpital, et vous avez un passeport canadien. Je ne pense pas que vous êtes catégorisé un degré de Québécois et de Canadien ou de mix total. Ce qui est, nous, le cas aujourd'hui. Et ça, en 85, on devait, nous aussi, les femmes, lutter contre nos propres confrères dans nos communautés, à savoir qu'on voulait retourner dans nos communautés, à savoir comment on allait faire ces choses-là. Et devinez-vous quoi? On ne nous a pas très bien accueillis, et
régime fédéral a continué à sa manière de faire mal. Au Québec, comme dans la communauté, 80% des familles monoparentales, ce sont des femmes. Chez nous aussi. Ce qui est triste, parfois, assez fréquent, pas parfois, assez fréquent, on tombe maman très tôt, très jeune. Donc, depuis 85, je pourrais facilement imaginer 3 générations touchées par cette discrimination-là. Et voici l'exemple. Si je mets au monde un enfant par le viol, ce qui arrive chez nous aussi, ou il meurt, maladie, ou c'est un suicide, ce qui est malheureusement aussi fréquent, ou décide de partir avec Michel, ou avec toi, mon ex-conjoint, change d'orientation, peu importe, mais il n'est plus là, au moment où je donne naissance. Ben, mon enfant, s'il n'y a pas de papa qui signe sur le baptistère, sur le certificat de naissance, Ottawa va présumer que c'est plus un Indien, cet enfant-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon enfant ne peut pas vivre dans la communauté. Imaginez les communautés comme Schefferville, ma première communauté, où on va se rendre juste en train, en avion, ou si on est courageux, en skidoo. Mais c'est quand même 300 quelques milles. Où là, la communauté a le droit de refuser tout service, que ce soit l'éducation, soins de santé, urgence, hébergement, et ainsi de suite, à mon enfant, parce que le père n'est plus là. Depuis 85 qu'on vit avec ça. Alors qu'une maman québécoise irait, ça a changé tellement de nom, CHSLD ou CLD, donc ça c'est pour les personnes âgées, à l'urgence. Okay, je vais l'appeler le plus simple possible, va à l'urgence et on lui demande, avant de vous donner un service avec une infirmière ou un médecin, même si votre enfant fait sang de fièvre, je dois voir le nom du père. Est-ce que ça serait acceptable? Je ne sais pas si ça veut dire non. Mais je vous dirais que chez nous, malheureusement, on vit avec ça. Donc, on a des luttes de tous bords, des luttes avec un système, des luttes contre des lois, des luttes contre des programmes et des politiques, mais des luttes aussi latérales parce qu'il s'est instauré dans nos communautés des fois une vision qui n'est plus la même que ce qu'on vivait à une certaine époque. Et je vous dirais aussi avec une discrimination raciale parce que beaucoup, vos parents, vos grands-parents ont pensé pendant longtemps qu'on vivait au crochet des portefeuilles de vos familles. On ne paye pas d'impôts, nos maisons sont gratuites, nos études sont payées, pourquoi qu'on se plaint? Alors que nous sommes tout simplement, malheureusement, traités comme des enfants. Et les impôts, c'est seulement dans la réserve qu'on n'en paye pas. Chaque dollar que je vais faire, si je suis sur l'assurance chômage, ou l'assurance parentale, ou sur la sécurité du revenu, ou si j'ai un salaire, parce qu'ils sont rares les salaires dans la communauté, mais ça existe. Savez-vous combien d'argent qui va être réinvesti dans la communauté sur $1? Entre 1 à 9 cents. Le reste est réinvesti dans la société québécoise, dans les entreprises québécoises, dans les marchands qui sont autour de l'économie québécoise et canadienne. Donc l'argent retourne chez nous. Mais on nourrit les gens de préjugés pour, j'imagine, de façon stratégique, continuer à faire en sorte qu'on va opprimer, oppresser, marginaliser des peuples, parce qu'il n'y a pas juste un peuple autochtone, mais des peuples, pour faire en sorte qu'on ait une méprise encore sur eux et sur elles. Pourtant, tout ce que je demande moi aujourd'hui, c'est que Brigitte, Terry, Mary, Brenda et les 1180 autres femmes méritent justice, parce que c'est le résultat d'un système dysfonctionnel, comme les 3000 autres femmes, évidemment, et que les femmes qui subissent une violence conjugale ou familiale, qui a zéro programme ou service pour la soutenir dans sa communauté, ou des chefs qui se tiennent debout pour assurer qu'il y ait de l'eau potable, courante ou de l'électricité dans leur communauté, soient compris par ceux et celles qui sont à Ottawa ou au Québec ou dans les municipalités, qui écrivent des politiques, qui écrivent des programmes et des services. Alors,
c'est encore très présent, c'est encore très vivant, c'est encore très fier, tous ces peuples-là que je côtoie. Aujourd'hui, moi, je vis bien avec ma paire de mocassins, mon chou-plat. Je suis issue de deux cultures et je réalise depuis 20 ans, il y avait 20 ans, les gens étaient fermés, étaient fâchés ou en colère face à nous. Et aujourd'hui, il y a une vague humaine à travers le Canada, à travers les 3 Amériques et dans d'autres pays, où là, on va voir des veilles, des moments où on nous rend hommage, les peuples autochtones à travers la planète, mais aussi au Canada. Et pour terminer ce dialogue-là, cette partie de dialogue, je vous dirais qu'on n'a pas besoin de vivre dans le blâme. Ah non, ils ont tout fait ça à cette époque-là. Mais vivre dans ce respect-là, dans cette reconnaissance-là, et ne pas avoir peur de poser des questions si vous avez des préjugés, des ressentiments à cause d'un événement ou d'une situation qui a touché la question autochtone, ou vous en étiez présent, mettons, de ne pas avoir peur de sortir de ce confort-là, puis d'aller vers l'inconnu et de nous poser ces questions-là. De ne pas avoir peur de dire, OK, il s'est passé quoi, mais moi, je peux changer les choses et je vais changer les choses. Alors, c'est un rêve que j'ai. Très heureux et honoré d'être ici aujourd'hui. Pas moins ému peut-être, parce que c'est une occasion importante pour moi d'échanger avec des membres des nations autochtones. À chaque fois que j'en ai l'occasion, je saisis cette occasion et c'est particulièrement heureux aujourd'hui d'être en compagnie de Michel Audette. Je vais essayer de m'en tenir un peu à mon canevas, tout en sautant peut-être un peu certains éléments que Michel a soulevés avant moi. Il y a plus de 600 bandes autochtones au Canada, rassemblées provisoirement dans une cinquantaine de nations, formant autour d'1 million de personnes. Nous en avons, sur le territoire du Québec, 11 nations autochtones. Nous ne sommes même pas capables de les nommer. Les nations Abénakis, Algonquins, Atikamekw, Cris, Huron, Innu, Inuit, Malécite, Micmac, Mohawk, Nesquik. 11 nations sur le territoire du Québec. Nous avons donc, au Québec aussi, l'impérieuse nécessité d'entrer en dialogue avec les peuples autochtones. Ce dialogue est amorcé, mais traîne en longueur et traverse les décennies, de telle sorte que parfois on dit qu'il n'y a pas encore vraiment de dialogue. Sur le plan humain, qu'est-ce qui s'est passé dans notre histoire? Michel l'a soulevé. Il y a eu les pensionnats autochtones. La commission de vérité et réconciliation a recueilli les témoignages de 5000 personnes. Et on sait que de la fin du 19e siècle jusqu'à 1996, 150 000 enfants autochtones ont été arrachés de leur famille et placés dans des pensionnats pour être assimilés et devenir de parfaits Canadiens, de parfaits Québécois. Un génocide culturel. Le président de la commission a rapporté des éléments en disant que c'est un génocide culturel. Il fut applaudi, sauf par le ministre des Affaires autochtones. Il y a eu aussi en 30 ans, comme Michel l'a dit, officiellement autour de 1200 femmes autochtones disparues, mais comme elle me l'a dit juste avant et comme elle vous l'a dit, ça peut aller jusqu'à 3000 femmes disparues. Et jusqu'à récemment, le gouvernement canadien refuse
de faire une enquête sur les femmes autochtones. On espère que le nouveau gouvernement en place va remplir sa promesse de mettre sur place ces jours-ci une telle commission d'enquête. On a assisté récemment à des allégations d'agressions policières à Val-d'Or. J'ai l'impression parfois qu'un membre des peuples autochtones sur le territoire canadien, sur le territoire québécois, c'est un peu comme un noir aux États-Unis. Ça, ce sont des faits qui visent directement les personnes. Et sur le plan politique, là encore, Michel a soulevé un certain nombre de points. Nous sommes sous le régime de la Proclamation royale du Canada, adoptée en 1763. C'est un traité qui permet à la couronne de restreindre, avec consentement, les peuples autochtones sur leur terre pour finalement être en mesure de les confisquer. Et avec la construction des chemins de fer d'un bout à l'autre du Canada, à chaque fois que le chemin passait par un lieu où se trouvaient des Autochtones, on obtenait l'extinction de leurs droits sur leur terre. Donc, en plein centre du Canada, les revendications autochtones ne peuvent plus clairement porter sur des droits ancestraux qui leur permettraient de posséder pleinement les terres. Officiellement, ces droits-là sont éteints maintenant. Mais aux deux bouts de ce chemin de fer, en Colombie-Britannique et au Québec, il y avait encore plusieurs peuples qui ont des droits ancestraux reconnus, qui ont des droits à des pleines propriétés sur des terres, qui ont des droits de chasse et pêche, à des fins de subsistance, qui ont des droits de cogestion de mines et des forêts, si on comprend correctement les conséquences de la reconnaissance de leurs droits ancestraux. On se retrouve encore à notre époque dans la situation où le gouvernement fédéral a une responsabilité de fiduciaire à l'égard des Autochtones. Qu'est-ce qu'une relation de fiduciaire? On n'a pas le temps d'élaborer dans le détail, disons, pour le dire franchement, ouvertement, que c'est une relation paternaliste qui instaure une tutelle permanente. La loi sur les Indiens est venue consacrer ce fait-là. En 1876, elle a été adoptée. Et elle offre au gouvernement canadien l'autorité exclusive de légiférer sur les Indiens et les terres réservées pour les Indiens. Et la philosophie de cette loi sur les Indiens, qui n'est rien d'autre que l'instauration d'un régime d'apartheid, a été révélée dans un rapport que le ministre de l'Intérieur a écrit en 1876 au moment d'adopter la loi. Il a dit « Notre législation indienne repose sur le principe que les Autochtones doivent rester dans un statut de tutelle et être traités comme des pupilles ou enfants de l'État. » Quand je dis que c'est une relation paternaliste, ce n'est pas une métaphore, c'est une situation de fait. C'est allé jusqu'à 1969, si on va rapidement sur l'histoire, avec le livre blanc qui devait être adopté, qui finalement n'a pas vraiment connu un grand succès, et c'est tant mieux, qui visait à instaurer rien d'autre qu'une citoyenneté pan-canadienne dans l'ignorance et l'indifférence et la non-reconnaissance des peuples autochtones. Ça, c'est ce qui s'est passé jusque très tôt, vers la fin du 20e siècle. À partir des années 70, de petites avancées surviennent. Les membres des Premières Nations en 1961 reçoivent le droit de voter aux élections fédérales sans perdre leur statut d'individu. En 1973, une première victoire est obtenue avec la décision Calder qui reconnaît les droits aux peuples autochtones enfin pour la première fois. En 1975, on réussit au Québec à faire adopter l'accord de la baie James avec les Cris et plus tard avec les Naskapi. Mais les ententes contenues dans ce document vont de pair avec l'extinction des droits.
et n'ont souvent même pas été remplis. Il va falloir attendre 25 ans avant que le gouvernement s'engage à satisfaire les conditions qui sont énumérées dans la Convention d'Abidjan. En 1982, un nouvel ordre constitutionnel a lieu au Canada. Je ne vais pas parler du Québec, s'il a été imposé malgré le rejet presque massif de l'ensemble de la députation à l'Assemblée nationale. Mais il y avait des bons aspects dans ça, notamment la Charte des droits et libertés, qui, sous certains rapports, au moins, créait des avancées pour les peuples autochtones. L'article 25 fait état de l'existence de droits ancestraux ou issus de traités. Et l'article 35 dit que les droits existants, ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones sont reconnus et confirmés, et par peuple autochtone, les entendent les Indiens, les Inuits et les Métis du Canada. En 1985, très souvent, le Québec mentionne ça comme son fait d'armes, mais ça m'apparaît très peu. Il y a cette fameuse reconnaissance verbale, symbolique, similaire à la reconnaissance verbale et symbolique du gouvernement Harper à l'égard du peuple québécois, qui ne s'est jamais vraiment traduit par des faits. Ben, de la même manière, au Québec, on a reconnu l'existence des peuples autochtones. Ah oui? Ah oui. Et puis, on a reconnu l'existence des peuples autochtones. Hein? Oui, mais c'est à peu près tout. Ce qui m'apparaît important pour moi, c'est le rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones de 1996, le rapport souvent nommé le rapport Dussault-Erasmus, du nom du juge René Dussault et de Georges Erasmus. Le rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones a été déposé en 1996. Et là, il reconnaît les droits ancestraux des peuples autochtones et dit que sur la base des droits ancestraux, les Autochtones peuvent réclamer un droit à l'autonomie gouvernementale. Et le document, que je n'ai pas lu en entier puisqu'il fait 4000 pages, je pense, c'est des grosses briques, mais la version résumée précise le type de gouvernement autonome qu'on peut envisager, selon qu'on est dans le Grand Nord, selon qu'on inclut des minorités blanches ou selon qu'on se trouve en ville. Il y a 3 types de gouvernement autonome. On a pris le document, on l'a presque entièrement tabletté, sauf pour la reconnaissance du peuple Nisga'a en Colombie-Britannique et la création du Nunavut, qui est pour moi un fait à mentionner là, parmi les faits positifs. La création du Nunavut, c'est en 1999. L'entente avec les Nisga'a, c'est 3 années plus tôt, en 1996. Au Québec, il y a quelque chose qui est discuté depuis longtemps et qui a abouti à ce qui s'appelle l'approche commune, une offre faite au peuple Innu. Ça m'apparaît être un document extrêmement intéressant et prometteur. Je m'y accroche, même si ça n'est que des principes et que ça ne s'est pas encore traduit. C'est plus de la patience qu'il faut avant que ça se produise. Il faut bousculer les choses. Ça fait longtemps qu'on discute de ça avec le peuple Innu. Et cette approche commune est intéressante parce que ça dit, on reconnaît vos droits ancestraux. Deuxièmement, on ne va pas éteindre ces droits. On va provisoirement les définir, non pas de manière définitive, parce que ça revient à éteindre un droit, si on lui donne une définition définitive qui ne peut plus changer. On garde la notion de droit ancestral et on la définit provisoirement comme impliquant notamment des droits de pleine propriété sur un certain territoire, un droit au gouvernement autonome sur ce territoire, sur un vaste territoire du Québec, un droit de cogestion dans le développement des mines et des forêts, et aussi un droit de chasse et pêche à fin de subsistance. C'est un moyen de reconnaître en partie le territoire réclamé par le peuple Innu, qui est vaste, mais ils n'ont un droit de propriété que sur une portion de ce territoire-là, mais des droits à la cogestion et des droits de chasse et pêche sur une grandeur importante du territoire québécois. Et si jamais, avec le temps,
on enrichit la notion de droit ancestral pour y ajouter autre chose, on peut le faire. Ça peut être en constante évolution. J'aimerais apprendre un jour qu'une telle entente est conclue, non seulement par des principes, mais qui est traduite dans un système existant de vrais gouvernements autonomes pour le peuple inuit. On a discuté aussi infiniment, et toujours un peu, je dirais, derrière des portes closes, parce que les Québécois ne sont pas informés de ça, au sujet de la relation avec le peuple inuit. On veut qu'un jour apparaisse le Nunavik. Il y a le Nunavut, et le Nunavik, même si on reconnaît en partie un gouvernement sur le territoire inuit, on voulait créer le Nunavik avec tout un régime de droits pour le peuple inuit. Et il y a eu un référendum, c'est solvé, parce que, pour toutes sortes de raisons, il y a aussi, parfois, il y avait des désaccords. Il y a deux villes inuites qui ne s'entendaient pas, et ça finit par être un rejet, pour des raisons qui sont peut-être pertinentes, mais nous ne sommes pas informés de ça. Les discussions se poursuivent sans que la population du Québec voit à quel point, parfois, le gouvernement du Québec se traîne les pieds. Le gouvernement fédéral aussi, parce que le gouvernement fédéral est le premier responsable de la négociation, et depuis 1971, les provinces sont associées aux négociations. Donc, il y a une responsabilité bicéphale des deux ordres de gouvernement. En 2002, enfin apparaît la paix des Braves qui donne un peu plus de suite à la Convention de la baie James et qui est un autre fait d'armes qui va faire dire à Ted Moses, désormais notre destin est lié à celui du Québec. C'est pas rien, parce que c'est avec les cris qui avaient vraiment des demandes très fortes à faire et qui critiquaient beaucoup le gouvernement du Québec pour son attitude et qui est même allé à l'ONU pour critiquer le Québec. Bien là, on était relativement satisfait par la paix des Braves. Et la chose peut-être la plus prometteuse pour l'avenir, qui nous fait changer d'époque, c'est la Déclaration sur les droits des peuples autochtones des Nations Unies de 2007. Où là, ici, le droit au gouvernement autonome et le droit de participer à la conversation constitutionnelle sont consacrés. Ça n'est qu'une déclaration, ce n'est pas une convention. Et il n'y a pas nécessairement des pénalités qui s'en suivent si on laisse aller les choses, on ne fait rien. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les gouvernements laissent aller les choses et ne font rien. Le gouvernement canadien a refusé au départ de signer. Il y avait l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et le Canada qui refusaient de signer la déclaration. Le Canada a publié en 2010 la déclaration, mais en précisant à la fin de l'énoncé que nous sommes désormais convaincus que le Canada peut interpréter les principes de la déclaration de façon conforme à sa constitution et à son cadre juridique. Autrement dit, ce que nous faisons au Canada, c'est déjà exactement ce qui se passe avec la déclaration. Je trouve qu'on tord un peu les faits, parce que je ne pense pas que la déclaration des peuples autochtones est compatible avec ce qui se trouve dans la proclamation royale et dans la loi sur les Indiens. Ce qu'il faut faire pour la suite des choses, il faut saisir les occasions de solidarité avec les peuples autochtones. Il faut joindre les peuples autochtones lorsqu'ils créent un mouvement Idle No More. Il faut concrètement saisir l'occasion de participer de leur lutte dans le rejet de la création de ce pipeline Énergie Est qui passe sur des centaines de cours d'eau et des dizaines de municipalités. Les peuples autochtones veulent que leur voix soit entendue. On ne veut pas être acheté. On a appris à un moment donné une nouvelle que TransCanada Pipelines essayait de négocier en secret des ententes monétaires pour que les peuples autochtones laissent passer le pipeline. Moi, je trouve que ça ressemble au chemin de fer de 1860. Mais quand les peuples autochtones se lèvent pour contester le projet, nous avons une cause commune. Il commencerait à être temps qu'on réalise qu'on a sur notre territoire des peuples frères.
La souveraineté des peuples autochtones sur le territoire doit être reconnue. Les souverainistes québécois doivent avoir avalé la pilule amère et abandonner ce qu'ils ont fait déjà, un peu quand même, la politique de terra nullius qu'ils ont mise de l'avant pendant longtemps, qui voulait nier les droits des peuples autochtones. Ghislain Picard, lors d'une toute récente réunion du PQ, a dit qu'il était souverainiste. Et les souverainistes dans la salle se sont mis à l'applaudir. Mais il n'avait pas terminé sa phrase. C'est un souverainiste autochtone. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils veulent avoir, ils veulent garder la souveraineté sur leur territoire. Et il n'y a rien qui va se faire sans leur accord. Ils veulent avoir un droit de veto sur le destin de leur propre société, le destin de leur propre territoire. Et on ne devrait pas leur enlever. Je dirais que malgré les différences énormes, la situation des peuples autochtones est beaucoup plus difficile que celle du peuple québécois, mais il y a des similitudes. Si le peuple québécois ne peut pas être reconnu dans le Canada perd de sa légitimité. Mais si les Québécois, y compris les Québécois souverainistes qui veulent faire de ce terre un pays, sont incapables de reconnaître les peuples autochtones, eh bien à ce moment-là, les peuples autochtones peuvent nier la légitimité de la démarche québécoise. Or, on n'en est pas là. On est au début d'un vrai dialogue avec les peuples autochtones. Et j'aimerais penser qu'une occasion comme celle-ci, c'est une occasion non pas pour partir le bal, parce que ça existe déjà indépendamment de nous, mais de raffermir ce dialogue et de se comprendre mutuellement un petit peu plus ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et il ne faudrait pas que ce soit toujours des nouvelles catastrophiques à la télé qui nous rappellent à la cause autochtone. Il ne faudrait pas que ce soit seulement quand ils sont poussés à bout, qu'ils n'ont aucun autre recours que diriger un barrage sur une route, que là, les caméras braquent la situation pour se faire une idée que les Autochtones, c'est juste des empêcheurs de tourner en rond. Les peuples autochtones, c'est des peuples, comme le peuple québécois, qui réclament le respect et la reconnaissance. Et la responsabilité du Québec, de tous les Québécois, c'est de reconnaître ces peuples autochtones. Michel. Michel. Michel, en partant, t'as un pas pire nom. Je peux pas te chicaner. On m'a dit que je serais impressionnée. J'ai fouiné un peu sur Michel aussi. Hein, je partagerais la tribune avec Michel. Et je l'ai fouiné de vive voix avec des gens qui m'ont dit que, d'ailleurs, certains organisateurs pour l'événement aujourd'hui, que je serais impressionnée. En effet, j'ai été bouffée à quelques reprises, d'autres moments, je fais c'est bon des fois que je vais essayer d'être délicate, là. Je ne vais pas me racheter en te faisant un cadeau, mais ce matin, j'étais à un événement sur les femmes, puis quelque chose d'intime, je veux dire, c'était pas public, et c'était douloureux, c'était difficile. Puis j'ai reçu un cadeau, une presse de foin d'odeur qui ne fait pas partie de la culture Innu, mais aujourd'hui, les Innu, quand on fait nos cérémonies, on a accueilli certaines connaissances de d'autres nations. Et on m'a appris, quand on t'offre quelque chose, cette chose, cet objet, ce cadeau, il ne t'appartient pas. Il va peut-être aller ailleurs à un moment donné. Alors, ça n'a pas été long. Je t'ai fait ce cadeau. Ce cadeau-là, tu l'as fait avec ta voix, puis en plus tu es filmé. Je me permets de te tutoyer. Dans la culture Innu, les vous n'existaient pas. Et en 88, dans mon petit côté rebelle, dans mon petit côté un peu olé-olé, issu de nos cultures, rejeté d'un bord, puis louangé d'un autre, c'était pas évident d'avoir cette crise d'identité-là. Elle était double ou triple, donc il y avait des côtés, des moments de olé-olé. J'étais très agressive envers le gouvernement et envers l'establishment ou envers les hommes, les sociologues, les anthropologues,
des psychologues, des historiens aussi, même s'il n'y a pas de hog. Moi et ma mère, on était très comme, c'est qui eux autres qui parlent de nous autres? Mon petit côté révolte. Est-ce que tu étais fâché contre les offres aussi, les philosophes? Non! 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 Puis, non, mais... Non, tant mieux. Ce qui fait que, en 88, j'écoute Serge Bouchard donner une conférence. Je suis braquée. Ben, il m'a aidé à me débraquer, à comprendre, dans une salle québécoise, des gens qui écoutent ce Québécois-là, parler de la question autochtone, le message avait passé. Ensuite arrive Erreur boréale, de Richard Desjardins. Très, très bon film. Hier, j'ai pu comprendre que vous avez écouté un autre film de lui, je crois. Le peuple invisible. Et encore là, j'étais encore révoltée. C'est encore un Québécois qui va parler de nous autres. Et là, il y a une vague de sympathie, de mobilisation pour protéger nos belles ressources. Et je me suis encore calmée le pompon, puis je me suis dit, coudonc. Finalement, des fois, c'est peut-être pas mauvais d'avoir des gens de la même culture, du même peuple, pour dire, regardez ce qui se passe. Alors, Michel, de là pourquoi le cadeau, je ne savais pas tout de quoi tu allais parler, puis nulle part j'avais envie de m'ostiner avec toi. Nulle part, même que j'étais contente de mettre des dates à des événements. Alors, on apprend toujours. Ce qui me permettrait peut-être de dire quelque chose, quelques commentaires sur cette belle présentation-là. C'est beau, là, l'histoire que tu viens de nous partager sur des faits. Vraiment, là, c'est tout dans l'histoire, quand on fouine, il y a vraiment amené des jalons importants sur la question autochtone. Le peuple Innu, son territoire commence, mettons géographiquement, là, le fleuve Saint-Laurent, l'île d'Anticosti, le Labrador, le nord du Québec, jusqu'à Québec. Il y a un débat là-dessus, qui dépasse un peu même Québec. On venait chercher notre écorce dans la région de Québec pour faire nos canaux. C'est sûr que 40 ans plus tard, 80 millions endettés, parce qu'on est endetté pour s'ostiner devant un gouvernement fédéral et un gouvernement provincial, pour prouver qu'on a habité ce territoire-là, que c'est pas juste des petites réserves le long du littoral du fleuve puis une à Chevalville dans le nord du Québec, là, qui fait que c'est ça le territoire, les petits spots des Inuits. C'était un territoire, mais c'était vaste. Ils ont cohabité avec d'autres nations, se partageaient, mettons, chevauchements territoriaux, qui vont dire aujourd'hui dans le jargon. Mais quand tu regardes ça d'un point de vue, une perspective ou un point de vue autochtone, le nord du Québec, c'est normal qu'en 70-74, le premier traité moderne, la Convention de la baie James. Le Québec utilise beaucoup ça. On l'a fait, on a un traité moderne. Alors que nous, ça fait longtemps, dans le sud, mais c'est pas le sud, juste pour qu'on se comprenne, qu'on revendique aussi, qu'on dit depuis 1700 quelques, qu'on a toujours côtoyé ce territoire-là, on l'a toujours protégé, on a toujours vécu là. Des missionnaires avaient écrit pour nous, pour dire, you, il y a des Inuits ici. Vous ne pouvez pas les enlever de même et les casser comme ça. Mais entre vous et moi, est-ce que je me trompe si ça a un poids politique, ces gestes-là? Je ne pense pas qu'un gouvernement oserait signer un traité moderne avec l'approche commune, qui maintenant, c'est presque toutes les 9 communautés qui embarquent là-dedans. Des fois, elles débarquent, elles rembarquent. Pour le moment, c'est les 9, si je me souviens bien, jusqu'à là, où on aurait un traité chez les Inuits. Mais au point de vue politique, ça coûterait cher à un parti politique de signer avec ceux du Sud. Pourquoi? Il y a tellement de Québécois de la ville de Québec, des gens de la ville de Beaupré, de la Malbaie, de Bécomo, de Sept-Îles, de Fermont, qui diraient « Hein, c'est eux autres à qui on va envoyer nos taxes. » C'est peut-être même pas ça qui arriverait, là, mais ça fait peur. Donc, je pense qu'en 85, René Lévesque, c'est qui avait fait René Lévesque qui avait dit « On reconnaît les nations au Québec », et ça a fini là. J'ai bien aimé, ça m'a fait sourire. Donc, on a peur de signer dans le Sud des, justement, gouvernements éventuellement là, autonomes.
Ça, j'ai hâte de voir ça. J'ai vraiment, vraiment hâte. Et je suis tannée de vivre au crochet des impôts. Je suis tannée d'être la pupille puis l'enfant d'une ministre, qui est maintenant ma mère foncière et fiduciaire, donc la ministre des Affaires autochtones, et que je n'ai pas, moi, de charte. Hein, au Canada, tu parlais de la Charte canadienne des droits de liberté. Je n'ai pas, moi, de charte ou de constitution, qu'elle soit québécoise ou canadienne, mais cette fois-ci autochtone, qui va protéger ma culture, qui va protéger mon identité culturelle, ma langue, qui va me définir comme peuple. Je n'ai pas ça, moi. Je le vois sur les Indiens, je suis pas très in là-dedans. Puis, dans nos réserves, le droit de propriété, je ne savais pas en l'écoutant. Dans ma tête, on n'avait pas de droit de propriété. Je dis bien dans ma tête. Hein. Ma mère va payer pendant 25 ans sa maison, quand la plupart des gens pensaient qu'on l'avait gratuit. Mais elle m'a annoncé l'autre fois que, ben là, ça c'était en 2010, on a changé ça en 2012. Avant 2010, elle me disait, si je meurs, ma maison, le testament va devoir être affiché pendant 90 jours dans réserve, dans les lieux publics, dépendant des babillards. Et si quelqu'un conteste, même si je l'ai payé pendant 25 ans, le conseil de banque va devoir la redistribuer à quelqu'un d'autre. Parce que la terre en dessous, sur lequel, le terrain sur lequel nos maisons sont construites, appartiennent à la couronne. Fait que, pour ça, je sais pas, ouais, le droit de propriété, peut-être de façon plus large, là, mais en ce moment, ça nous a fait mal de voir qu'on pourrait contester si elle voulait donner la maison à son fils. Ce qui est déjà arrivé, en réalité. Puis, je vous dirais aussi que les lois qu'il y a en ce moment, ce sont nos ancêtres, mettons, je peux parler du côté québécois ou canadien, là, qui ont fait ces lois-là. Ce sont aujourd'hui nos élus, québécois et canadiens. Ce sont aujourd'hui ces sous-ministres-là, une fonction publique, une administration publique, qui propose, puis c'est adopté par les parlementaires. Et peut-être qu'un jour, vous allez être parlementaire. Peu importe le parti politique. Moi, j'ai essayé, puis je suis boquée comme un orignal, je vais y retourner dans 4 ans. En politique fédérale, parce qu'elle est là, ma lutte. Avec une loi, comme la loi sur les Indiens, elle est faite de loi à l'heure. C'est peut-être vous qui va proposer des avis de prochains députés, ministres, firmes d'avocats, et ainsi de suite. C'est peut-être vous qui va dessiner mon avenir, et celle de mes enfants, et celle de plusieurs peuples. C'est peut-être vous. Fait que je pense que ça serait important, super important, de mon vivant, et du tien aussi, qu'on puisse voir qu'on arrive plus juste à des vœux pieux ou à de grands principes, mais à du concret pour que justement on parle de cohabitation. Et non que c'est un fardeau où on est condamné, comme l'a déjà dit un ancien président au Québec. Et pas l'image de lui dire, bon, de là, je suis contente de vivre avec vous. Si vous avez un problème avec moi, ça vous appartient. Et depuis ce temps-là, ben, je trouve qu'on s'entend bien, moi, puis sexe, depuis ce temps-là. Fait que, impressionnée, merci, je suis touchée, puis motivée après avoir écouté ta présentation. Je suis moi tellement content d'avoir ce cadeau que je pense que je serais aussi ravi d'avoir des réactions de la salle. Est-ce qu'on a entièrement le temps pour la discussion? Et ce qui serait bien, c'est que vous arrêtez d'écouter, que vous posiez des questions, que vous fassiez des interventions à la fin de la salle. Donc, vous avez, je me souviens plus, je sais. En fait, j'avais invité Michel en leur disant que, bon, je voulais qu'on parle de la nécessité d'un dialogue, mais je voulais aussi créer un dialogue. C'est ça. Et donc, j'ai laissé, en fait, la chose se faire. Donc, oui, en fait, il y a 2 micros sur les 2 côtés de la salle. Il y a aussi Maxime François qui a un micro sans fil. Donc, si jamais vous voulez poser une question, là, vous êtes dans le milieu de la salle, là, on peut quand même cheminer vers vous un micro. Donc, n'hésitez pas, en fait. À vous les questions.
Tout d'abord, j'aimerais vous remercier, c'était très intéressant votre présentation. Moi, en fait, ça serait par rapport à ce qui se passe dans l'actualité. On va accueillir 5000 Syriens au Québec uniquement. C'est pas mal. Et puis, je me demandais, est-ce que ça vous frustre de savoir qu'on va mettre de l'argent, beaucoup de moyens, beaucoup de programmes pour eux autres, tandis qu'on ne fait pas attention au peuple autochtone? Pour ma part, je vous dirais que spontanément, je vous dirais non, ça ne me frustre pas du tout. Je pense qu'il faut retrouver ce pays-là qu'on a déjà été, un pays ouvert, un pays au niveau de l'aide humanitaire. Je veux dire, ça, là, pour ma part, c'est important. Que le Québec s'engage à accueillir 5000 nouvelles personnes, je trouve ça important. Avant cette annonce-là d'avoir 25 000 Syriens, il y avait déjà ce débat-là entre nous en disant on accueille constamment, parce que quand vous regardez dans la liste depuis les 20 dernières années, on a accueilli beaucoup de peuples justement en situation de guerre. Et des fois, nos leaders autochtones revenaient à la charge en disant ce que vous faites à l'extérieur, c'est important, mais on est toujours les grands oubliés. Fait que je ne mettrais pas ça sur le fait qu'on est encore les grands oubliés. Ils méritent notre accueil, et au Québec aussi. Mais reste que le Canada a un retard à rattraper de façon majeure. Et où je m'accroche, c'est que l'indice de développement humain a déjà démontré le Canada comme étant le top 1, le premier. Et il faut, je pense qu'on est tombé au 13e, on a perdu pas mal de plumes dans l'ère Harper. Pas mal de plumes, moi je peux dire. Fait que, quand on reprenait les mêmes critères pour évaluer un pays, à savoir, bon, dans quel rang ce pays-là se retrouve, on a pris, nous, les mêmes critères, on a regardé la question autochtone ici, et on tombe le 76e pays. Ça fait pépite, là. 76e, des fois 118. Alors moi, je me dis, la question pour les immigrants, il ne faudrait pas la mélanger. Il y a un enjeu autre qui est la question autochtone. Là, la négociation avec le fédéral, c'est de rattraper ces écarts-là. Parce qu'on a le droit, là, enjeu de guerre à l'extérieur ou pas, là, on y va. Moi, j'ajouterais à ça que l'un n'exclut pas l'autre. De penser qu'il faudrait choisir entre l'accueil des Syriens et la responsabilité historique que nous avons à l'égard des peuples autochtones, c'est un faux dilemme. Nous avons une responsabilité dans les deux sens. On investit au Québec plus de 1,5 milliard dans Bombardier, qui nous dit, il y a 2 jours, qu'ils vont délocaliser les entreprises. Et là, on hésiterait à mettre de l'argent ou bien sur les Syriens ou bien sur les Autochtones. On ne peut pas mettre sur les deux. C'est faux. 2 responsabilités fondamentales et qui s'additionnent et qui ne se soustraient pas l'une à l'autre. Alors, je pense que... Et ça, c'est malheureux, mais c'est un débat terrible parce qu'il participe des événements post-septembre 2001. Il y a dans l'air qui tend l'instauration progressive qui s'insinue dans les mentalités d'une certaine islamophobie qu'on banalise. On ne peut pratiquement rien faire pour lutter contre ça. Il y a une réaction viscérale à l'égard de l'autre avec un A majuscule qui vient nous envahir. Alors que ceux que l'on est censé accueillir sont ceux qui fuient d'une part les vrais criminels, et d'autre part, nos réactions islamophobes sont du bonbon pour ces mêmes criminels. Parce que ça crée une polarisation, une construction artificielle d'un conflit de civilisation, et ils ont besoin de ça. Alors, ne favorisons pas le groupe État islamique, je vous en prie, et soyons accueillants à l'égard des Syriens qui veulent venir chez nous. N'ayons pas peur de l'autre avec un A majuscule. Et l'autre avec un A majuscule, pour les Québécois de souche, c'est aussi les peuples autochtones. Alors n'ayons pas peur d'eux non plus. Ils sont nos frères et nos sœurs. Merci. Alors, si je comprends bien, on a le choix de faire les deux questions de société. Merci.
J'ai une question ici au fond de la salle. Jean-Philippe, on va te donner la parole ensuite. Je passe le micro à monsieur. OK. Ben, moi, j'avais une question pour Michel. Dans le fond, sur les réserves, je ne sais pas si vous avez vécu là, mais est-ce que, malgré le manque d'éducation des jeunes, est-ce que vous leur apprenez quand même l'histoire, comme des autochtones, l'histoire? Okay. Oui, j'ai habité mettons, à partir de l'âge de 7 ans jusqu'à 17 ans, j'ai habité 1 an à Montréal, 1 an à Malio. Ma mère ne pouvait pas vivre dans la communauté, mais elle s'est imposée. Une chance. Des femmes, dans les années 80, des femmes Innu ont décidé de dire au gouvernement du Québec, parce que l'éducation dans les communautés au Québec, c'est le gouvernement du Québec qui a une juridiction là-dedans, on doit suivre les règles. Moi, je suis la génération de Fido, le chien. Peut-être pour vous, là, ça n'existe plus, mais c'était ça. Et nos mères, à l'époque, ont dit que ça n'a pas d'allure que dans le curriculum, mettons, dans ce qu'on enseigne dans nos écoles, dans les communautés, le français, la langue première, l'anglais, la seconde langue, et l'Innu, si on peut, serait la 3e langue enseignée. Donc, pour elles, dans les années 85, elles ont décidé de renverser ça et de dire on va faire une prise en charge de l'éducation autochtone, où là, on va enseigner en Innu comme langue première, français, 2e langue, et anglais, 3e langue. L'erreur qu'il y a eu, puis que ça l'éclate aujourd'hui, justement, on a juste traduit les cursus, c'est ça qu'on dit? On a juste traduit les programmes qui étaient enseignés en français en Innu. Et là, il y a une mobilisation depuis une dizaine d'années où là, d'ailleurs, le premier cégep qu'ils ont fait, ma mère et sa gang, c'est ici. C'est quand déjà le verglas, il me l'a dit 98, la veille du verglas. Nos mères arrivent ici avec un grand chapeau de douane, amènent une femme qui ne parle pas français, amènent une femme qui ne parle plus Innu, amènent une femme, des gens, on voulait montrer aux jeunes du cégep des Lois-Montpetit qui était le peuple Innu. Et c'est là que nos mères ont dit, coudonc, on va l'enseigner notre histoire chez les Québécois et Québécoises, on ne l'enseigne même pas dans les communautés. C'est récent où là, il y a cette reprise en charge de dire, on va raconter c'est qui nos leaders. Mais ce n'est pas encore enseigné. C'est-à-dire. Ça va venir. Merci beaucoup. Jean-Philippe. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe. J'aime beaucoup parler en public. Mais je pense que ça va être intéressant. Je tiens à dire que votre témoignage, Michel et Michel, m'a beaucoup ému. Je me ressentais redevenir humain. Et quand vous avez parlé, Michel, de le fait que vous n'avez pas le droit de propriété, je me suis dit, ouf, une chance que je suis propriétaire vraiment de mon terrain, même mes parents. Mais si ma future compagnie, qui va être une compagnie minière, GP Inc., achète le claim sur tous vos terrains, ben, je peux tout vous exproprier, à moins que je me trompe. C'est un peu une illusion de droit de propriété qu'on a au Canada à cause de la loi sur les mines et le claim. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, le claim, je pense, va avoir dérangé l'Assemblée nationale où là, des gens, c'est à Côte-Nord, qui ont dénoncé Québécois et Innu le projet minier d'uranium. Ils ont acheté une claim de l'Assemblée nationale, au secours de l'Assemblée nationale. Ouais. Ah oui, tu peux acheter n'importe où, apparemment. C'est là où le Québec a fait « hein ». Puis nous aussi, dans la communauté, où achète ma commune, on fait « hein, pourquoi on n'a pas acheté ça depuis longtemps, on ne l'a pas acheté ». Mais quand tu achètes un droit, il y a un temps limite et tu dois faire une petite carotte là, pour prouver que ça ne durerait pas longtemps si on claimait quelque chose. Malheureusement, parce que je l'ai trouvé en fonction de la loi qu'en effet, il y a peut-être un minerai ou quelque chose. Je ne suis pas l'experte, mais je m'étais gratté à la tête et je dis pourquoi on n'a pas claimé depuis longtemps. Donc, ça avait été réfléchi. Pour ce qui est de... C'est comme Hydro-Québec, quand il décide de passer, hein, il va passer, il va vous dire, bon, ben, on vous exproprie, c'est ça en bon français? La différence qu'on va voir aujourd'hui quand une société d'État va passer ou une mine va arriver, il y a un concept, je crois, de compensation.
on va relocaliser les gens, il va peut-être avoir une recompensation, une entente financière, ce qui n'est pas le cas chez les Autochtones, ce qui n'a pas été le cas. L'écrit, la Convention de la baie James, il y a 3 catégories de territoires, dans la catégorie 1A, et ainsi de suite, qui fait que il y a un endroit où tu ne peux pas les tasser, ça ces officiels sont là, l'autre, ils peuvent, tu sais, c'est complexe, mais on se retrouve toujours, en bout du compte, d'être des grands perdants. Fait que moi, je rêve du jour où, toujours à revenir avec cette co-gestion, si jamais une compagnie minière vient faire un claim, ça touche un territoire qu'on revendique et une réserve, avec la ville de Bécomo, exemple, ou je ne sais pas, Jonquière, bien qu'on soit partie prenante au même titre que les autres autour des discussions, autour du partage des ressources, autour d'une vision de développement durable et intelligent, parce que dans ma spiritualité ou dans ce qu'on m'enseigne, l'action que je pose, je dois m'assurer que c'est bon pour les 7 prochaines générations. Ça, c'est des valeurs qu'on nous enseigne. Ça ressemblerait... je sais que je me suis un peu, pour te ramener pour te dire que s'il y a un développement qui doit se faire, on ne veut pas être des grands oubliés. On va être participants. Merci. J'ajouterais quand même, peut-être dans une perspective philosophique, que les terres, les territoires, c'est pas ça ne devrait pas être pensé exclusivement en termes de propriété individuelle et de droit juridique. Avant même d'être reconnu juridiquement et avant même que les individus possèdent des territoires, ce sont les peuples qui possèdent des territoires et des ressources naturelles. Et je pense qu'on devrait, en tant que peuple, de plus en plus prendre conscience que les territoires et les ressources naturelles sont des propriétés de peuple et pas des propriétés d'individus ou d'entrepreneurs. Et lorsque vous avez sur un même territoire des peuples qui se partagent un territoire, c'est là qu'on doit parler de cogestion. Et c'est là que toutes les parties doivent être à la table de discussion. Nous sommes toujours, peut-être de plus en plus, en train de dire « Ah, c'est pas important les questions de nation, de nationalisme, des droits collectifs des peuples. C'est des choses complètement dépassées. C'est sans intérêt. Les vrais enjeux sont ceux de la mondialisation. » Bien, la mondialisation, quand on s'y intéresse vraiment et qu'on regarde ce qui se passe à l'international, nous renvoie constamment à des enjeux de peuple. On peut penser au peuple palestinien, on peut penser au peuple tibétain, au peuple tchétchène, à l'Érythrée, au Timor oriental. On peut penser à ce qui se passe en ce moment avec le peuple kurde qui combat à lui seul contre Daesh sur le terrain. On peut penser à 1000 situations où partout où on regarde, la question nationale, la question des nations est importante. Quand on va en Afrique, on voit à quel point les grandes entreprises, y compris des entreprises canadiennes, des entreprises orifères, comme Barrick Gold, vont spolier les ressources naturelles des peuples africains. C'est parce que tout n'est que propriété privée et entreprise privée. Et on ne jure que par ça. Et il s'agit d'acheter un leader politique, de lui donner un pot de vin pour qu'il laisse passer des entreprises sur son territoire et qu'il retire au peuple leurs ressources naturelles. Alors, les ressources naturelles n'appartiennent pas à l'humanité entière, n'appartiennent pas à des individus, n'appartiennent pas à des États, n'appartiennent pas à des entreprises, elles appartiennent à des peuples. Et si on prend conscience de ça, alors on peut davantage reprendre en main notre territoire. Il est complètement absurde en ce moment de regarder les choses aller avec la passivité gouvernementale ou alors la complicité gouvernementale à l'égard de ce qui est en train de se produire avec le projet énergie. C'est vraiment incroyable qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. On ne réalise pas qu'il va y avoir 1,1 million de barils par jour de pétrole qui va circuler sur le territoire du Québec, que le pipeline couvre 700 km, qu'il doit être construit de toutes pièces, que ça ne rapportera pas d'emploi, que c'est très dangereux pour l'environnement, qu'il y a régulièrement des déversements
comme celui de Kalamazoo aux États-Unis, qui a dépassé le 1 milliard en tant que dépense pour essayer de résorber le problème. On ne réalise pas ça, ça se passe. Les gouvernements sont complices de ça. Et les citoyens restent dépossédés de leur territoire. Alors là, quand il y a des peuples autochtones qui réagissent, on devrait se joindre à eux et dire c'est notre propriété communément partagée. Nous voulons avoir notre mot à dire. Et si les gouvernements ne bougent pas, nous allons bouger pour eux. On avait une autre question ici à l'arrière avant de donner la parole à Nathaniel et Jean-Carlo. Bonjour, en fait, j'ai juste pour savoir, juste vous aider sur un peu vos enfants. Vous avez comme un bénéfice qui est un peu de droit de je veux savoir comment c'est possible. OK. En plus de pas vous voir, j'avais la misère à. Je suis. Chat. OK, oui. Moi, j'avais le préjugé. C'est-tu inouï, ta manière? Si j'avais des préjugés, on s'entend. Je n'en ai pas. Ça donne bien. Écoutez, pourquoi les fils ça? Ben, je suis contente que vous posiez cette question-là. Moi, quand j'ai dit tantôt, si je mettais au monde un enfant, soit par le viol, l'agression sexuelle, mettons que le père ne signe pas, le père, Ottawa présume automatiquement que son papa, c'est un non-indien, donc il n'est pas inscrit, je ne veux pas inscrire. Mes fils, les jumelles, sont touchés par cette politique discriminatoire. Si elles mettent au monde dans cette même circonstance-là un bébé, j'ai hâte d'être grand-mère. Alors que mes fils qui sont inscrits en vertu de la loi, parce qu'à Moule, bien récemment, mon plus vieux, d'avoir été accepté, là, qui est inscrit. On peut dire ça. Qui mettrait au monde, qui aurait un bébé, mais qui ne signerait pas, il y a ce choix-là, le papa autochtone, de dire j'approuve ma signature ou pas. Alors que nous, comme femmes, on vient au monde par moitié, au complet. Une nouvelle petite vie. Là. Donc, c'est sûr que c'est nous la maman, mais on sait aussi c'est qui le papa. Pourquoi on doit attendre au papa pour transmettre un statut d'indien? Pourquoi on est obligé encore de dire que c'est encore l'homme qui va déterminer si cet enfant-là va être reconnu ou pas? Comprenez-vous? Alors qu'au Québec, au Canada, sa planète, quand une femme met au monde un enfant, je présume qu'il y a la citoyenneté de ce pays-là, cet enfant-là, sans voir le papa qui signe. Nous, on est riches pour pouvoir avoir le statut d'indien. Oui? Juste une dernière chose. Tout ce qui se passe avec les Indiens, ce ne serait pas comme revenu comme étant un crime contre l'humanité. Si le Canada ferait l'ONU, pourquoi vous s'embarquer et genre arranger ça? Si quoi, l'ONU, faire descendre l'ONU ici? C'est ça? En gros, hein. Bon, ben, en gros, on l'a fait. On l'a fait. On est allé à Washington, au niveau de l'Organisation des États américains, qui est vis-à-vis de l'ONU, mais pour les Amériques. On est allé voir le comité des droits de l'homme là-bas, la commission des femmes là-bas, puis le comité sur la question des peuples autochtones à Washington. On est allé là. On leur a dit, vous avez des rapporteurs spéciaux, vous avez des commissaires qui viennent évaluer les États membres de votre commission. Venez voir la question autochtone chez nous. Sont venus. Aux Nations Unies, la même affaire, on a approché la commissaire Mme Lynn sur la question des femmes, pour qu'elle vienne voir la question des femmes autochtones. Ensuite, la question en lien avec la déclaration des peuples autochtones, on est allé voir le rapporteur spécial, à l'époque, M. Anaya. Donc, on les a tous achalés quand je travaillais à l'Association des femmes autochtones du Canada comme porte-parole, et on a fait des pressions avec d'autres groupes autochtones pour qu'ils viennent au Canada. Et pour pouvoir amener les Nations Unies, donc, comme ces commissions-là, ces bureaux de rapporteurs spéciaux, c'est le Canada qui doit faire l'invitation officielle. Si le Canada ne fait pas l'invitation officielle, donc ça devient une démarche officieuse qui n'a pas le même impact quand il n'y a pas de rapport officiel. On a finalement eu gain de cause, venu au Canada, pardon, au ONU, dans lequel la première chose qu'il a dit en conférence de presse, c'est dit « Wow, au Canada, vous faites les choses tout croche au niveau de la violence faite aux femmes autochtones. Inacceptable. » Qui est venu. Moi, je vais ajouter à ça que la réflexion féministe à notre époque parle d'intersectionnalité. Et l'intersectionnalité, c'est le fait qu'une femme
se trouve souvent au carrefour de plusieurs injustices additionnées. Alors là, on vient de parler du statut différencié de la femme mère et du père, qui n'ont pas le même statut quant à l'assignation d'un enfant et de son statut lui-même. Et alors, on a une femme autochtone. Alors, en tant qu'autochtone, elle va subir, parce qu'elle est autochtone, des injustices. En tant que femme, elle va aussi en subir. En tant que travailleur, elle va avoir un salaire inférieur à celui de l'homme. En tant que, sous l'emprise de mesures d'austérité, on a établi hors de tout doute, et c'est le cas, par exemple, d'Aurélie Danto, dans le gouvernement libéral, son ouvrage en train de devenir célèbre, le gouvernement libéral n'aime pas les femmes. Les mesures d'austérité visent d'abord et avant tout soit des clients femmes, soit des travailleurs femmes. Là où on coupe, c'est dans les services communautaires, c'est dans les services qu'on offre à la population, qui est très souvent composée de femmes. Elles sont donc les victimes aussi des mesures d'austérité. Et quand, dans leur propre communauté, elles se retrouvent mères monoparentales, avec peu de ressources, et qu'elles doivent se déplacer dans les centres-villes et se retrouvent seules, elles sont comme à Val-d'Or, la proie facile pour ceux qui veulent profiter d'elles. Alors, les femmes autochtones vivant au Québec, femmes autochtones vivant au Québec travailleurs, femmes autochtones vivant au Québec travailleurs, subissant les mesures d'austérité, c'est plusieurs étages d'injustice qui s'accumulent sur elles. C'est le phénomène de l'intersectionnalité. Et on ne peut pas éluder la question, quand on veut réfléchir à la question autochtone, du statut particulier de la femme autochtone dans cette situation. Bonjour. Moi, c'était surtout sur la question culturelle. Ça a été pas mal démontré que sur la scène politique, c'est pas ces choses qui se font. Est-ce que vous pensez que sur la scène culturelle canadienne, dans le domaine de l'art, il y a ces choses qui sont faites, exemple, pour la cause autochtone ou par rapport aux autochtones? Et si on a passé, qu'est-ce qui peut être fait pour peut-être accentuer tout ça? D'une certaine façon, la culture, ça peut être pensé de différentes façons. Ça peut être pensé comme des œuvres d'art ou les habitudes alimentaires. Alors, on a Wendake, vous pouvez aller passer, faire un séjour, aller goûter à une nourriture autochtone. On a, bien sûr, les fameux bibelots inuits que tout le monde veut se procurer, qui sont très jolis, tout ça. Et il y a beaucoup d'autres choses, bien sûr. Mais la culture autochtone, c'est d'abord, avant tout, pour moi, au sens plus large, les modes de vie, les façons de penser, les expériences historiques, les trajectoires vécues, le contact réel avec les gens. Et si on pense la culture dans les termes que Fernand Dumont formulait, au sens large de mode de vie, façon de penser, habitudes, tenues vestimentaires, historiques, expérience historique. J'ai rencontré un métis qui me racontait 1000 choses que j'ignorais sur la trajectoire des groupes métis sur le territoire canadien et aux États-Unis. Ça, c'est le vrai contact avec la culture. Alors, il ne suffit pas d'avoir goûté un repas autochtone et de s'être procuré un objet. Il faut rencontrer les gens, connaître leur histoire, leur mode de vie, leur façon de penser. C'est extraordinaire, cette richesse culturelle-là, et c'est scandaleux qu'on ne l'aperçoive pas autant. Maintenant, cet enjeu-là s'insère dans un enjeu plus large qui est, de toute façon, quel intérêt est porté par les gouvernements à l'égard de la culture. C'est souvent le parent pauvre. Et là, toute nation confondue. La culture, c'est sans trop d'importance. Alors, on peut quasiment fermer Radio-Canada. Je me rappelle qu'à une certaine époque, quand la chaîne culturelle de Radio-Canada est disparue, une chaîne où on avait des débats d'idées, où on avait des échanges culturels, où on discutait des ouvrages et des romans récemment parus,
où on parlait de ce qui se passait dans les arts visuels. Tout ça est disparu. C'est espace musique maintenant. Un chroniqueur dit 2 mots, on fait jouer une partie d'une pièce. Il ne faut pas trop ennuyer les gens parce que si ça dure plus que 5 minutes, on se lasse. La culture est disparue en grande partie des ondes radio-canadiennes. On n'estime pas que c'est si important que ça. Et ça a été un point où M. Harper pensait que les gens de la culture, c'était des gens riches qui se promenaient dans les galas avec des habits de luxe. Alors que la vaste majorité des artistes, encore une fois, toutes nations confondues, vivent sur des salaires de pitons. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas assez ouvert à la culture autochtone, mais j'ajouterais, on n'est pas aussi ouvert qu'il le faudrait à l'égard de la culture point. C'est vrai, ça, de façon générale, pour nos amis artistes du Québec. Il se passe, brièvement, pour répondre à ta question, ce que je remarque depuis plusieurs années, il se passe à 2 niveaux, 2 grandes choses dans lesquelles où il y a eu cet éveil de mobilisation. C'est seulement depuis 1960 qu'au Canada, les Autochtones ont le droit d'être plus que 10 ensemble. Avant ça, si on était plus que 10, la GRC, la police montée pouvaient nous arrêter en disant « Ah, il y a conspiration ici ». Alors, pouvez-vous imaginer, vos parents étaient nés là, en 1960, peut-être pas, peut-être trop jeune. En tout cas, vos grands-parents. Donc, c'est récent pour nous, cette mobilisation-là, puis je dirais qu'on a rattrapé très, très vite cette mobilisation-là dans différentes sphères d'activité, notamment réappropriation de nos artefacts, de nos objets qui nous identifient comme peuple autochtone. Pour plusieurs raisons, pour pouvoir revendiquer, il faut prouver qu'on habitait le territoire, donc des fois, les flèches, ou le linge, ou etc., se retrouvent dans les musées à Washington, en Europe, à Londres, ou juste ici au musée McCord à Montréal et d'autres musées. Donc, il y a eu une mobilisation dans les années 80-90 qui est encore présente, où là, nos leaders autochtones dans ce domaine-là disent on veut réapproprier ça, surtout nos ossements, nos os. Et on trouve beaucoup d'os, de squelettes, de crânes, pour pouvoir les ramener dans les territoires ancestrales et faire les cérémonies nécessaires. Donc ça, il y a cet aspect-là au niveau de la culture, où on n'a pas beaucoup d'appui de la part, peu importe les gouvernements, et il n'y a pas de programme qui existe pour soutenir ces démarches-là que je trouve importantes, parce que c'est notre histoire qui a été sapée, qui a été chippée partout à travers la planète. Il y a ce volet-là important. Il y a l'autre volet aussi, au fil des décennies, on va remarquer, je ne sais pas si vous avez déjà été en Colombie-Britannique, où là, le totem est très, très, très présent. Tellement présent qu'il y a une certaine époque, sur le 20$ canadien, on avait l'Arche de Noé faite par un artiste du BC, de la Colombie-Britannique. C'est immense, je l'ai déjà vu en vrai. Et je vous dirais que on a d'autres symboles, d'autres images qui représentent les cultures autochtones. Après ça, tranquillement, est arrivé l'Inukshuk chez les Inuits, où là, ça va être un symbole autochtone, totem, Inukshuk. Mais au niveau du Québec, le Québec, on dirait qu'il a toujours traîné la patte ou avoir eu peur de mettre dans ses brochures, quand il va à l'international, que ce soit une mission économique, culturelle ou des échanges d'un j'ai quelque chose, là, ou j'ai pas pantoute. Mais peu importe, le Québec aime participer, j'imagine, à ces événements-là. Jamais on va voir une couleur, une fierté atikamekw ou algonquienne ou iroquoienne, non. Jamais. Ça manque. Fait que ça, pour moi, je trouve qu'on traîne la patte. Et pour soutenir un artiste en soi, c'est comme pour protéger les langues, c'est notre culture. On avait 3000 par communauté de patrimoine canadien au ministère du Canada, 3000 pièces pour sauvegarder une langue. Non, ça fait pépite en citronnette. Du chemin à faire. Merci. Premièrement, un gros bravo pour votre présentation. Je voulais savoir, selon vous, pourquoi les Autochtones ne semblent pas favorables à la cause souverainiste alors que pourtant il y a des combats qui sont les mêmes tels que les Nauducs, puis il y a des
logique, comme vous avez dit, vous avez mentionné, qu'est-ce que Justin Picard avait dit au Conseil du PQ, qui était les mêmes de la souveraineté. Tu y aller, Michel? Je vais avoir certainement quelque chose à dire là-dessus. En tout cas, je vais y aller d'abord. Mon père a été, et je pense qu'il est encore, un souverainiste, congolais québécois. Et ma mère n'est pas fédéraliste, ni souverainiste, mais elle a, souverainiste dans le sens de ta question, on s'entend, mais je suis convaincue qu'elle adhère à la position de Justin Picard, au message de Justin Picard. Donc, je me suis associée souvent avec mon père. Peut-être là, ma force n'était pas accepter un non comme réponse finale, mais je me suis toujours dit, justement, on a des valeurs en commun. On a des choses en commun quand on parle de souveraineté. Mais là où le bobo commence à apparaître, ou les frictions, les malaises, ça veut dire quoi pour nous, la souveraineté, et jusqu'à où? Pour la question autochtone, notre territoire ne s'arrête pas à cette île, ou 15 km par 10 km, pas en tout. Notre territoire, c'est quasiment le Québec au complet. C'est ça notre frigidaire, notre pharmacie, notre école d'enseignement de la vie, notre économie. C'est ça pour nous, la souveraineté. Okay? Et la frontière n'est peut-être pas la même. Alors pour les Algonquins, qui sont proches de la frontière de l'Ontario, les Micmacs qui sont proches du Nouveau-Brunswick, au sud du Labrador, chez nous, les Inuits au nord, le concept de souveraineté québécoise, en partant de la géographie, n'affecte plus pour ces nations-là. Ça, c'est, je te dis, c'est un plan simple. Mais ce qui va différencier aussi, c'est que l'approche qu'on a eue dans les années avec M. Chevrette, qui a été ministre des Affaires autochtones, à cette époque-là, si c'était lui, ou Tchatcha, John Tchatcha, ça se fait, et si Je me rappelle que c'était en 1990, parce qu'il était lors des événements de Canin, oui, la crise d'Oka. Il y avait déjà ces discussions-là pour un Québec souverain, et ainsi de suite. L'erreur qu'il y a eu, c'est que les Autochtones n'étaient même pas dans les discussions. Même pas dans les discussions. Moi, j'ai fait un choix de me présenter dans un parti politique fédéraliste, pour le Canada. Et j'ai rencontré des députés du Québec, l'Assemblée nationale, qui m'ont dit, Madame Odette, on vous aurait tellement vu avec nous. Oui, peut-être. Moi, j'ai une loi à Ottawa, je dois attaquer. Mais on va vous proposer d'autres choses. Ah ah! Vous voulez nous proposer d'autres choses. Donc, il faut